Discours prononcé à Lille par le général de Gaulle le 29 juin 1947. Contexte. Parlant à l'hippodrome des Flandres, le général de Gaulle prononce dans sa ville natale, dont la municipalité socialiste ne l'a pas invité, un discours appelant les Français à entrer au RPF et précise les objectifs politiques et sociaux qu'il assigne à celui-ci. Les sentiments qui nous rassemblent en cette immense et magnifique réunion tiennent pour une part à nos souvenirs, cruels mais glorieux, de la guerre. Nous autres, gens du Nord, sommes fiers, en effet, que les hommes et les femmes de chez nous aient, en très grand nombre, et comme toujours, bien servi la patrie dans le drame où s'est joué son destin. Mais, justement, notre amour pour la France et notre volonté d'assurer son avenir nous rendent d'autant plus anxieux quant aux épreuves nouvelles qui se dressent sur le chemin. Et, comme nous ne sommes point d'une race qui redoute la vérité, même quand elle est grave et dure, c'est aussi pour la voir en face, tous ensemble, que nous nous sommes groupés aujourd'hui. Il y avait une fois une grande nation blessée. Elle avait été la plus puissante, la plus prospère, la plus rayonnante de toutes les nations du monde. Mais 150 années de guerres terribles et de luttes intérieures acharnées l'avaient gravement affaiblie. En même temps, d'autres pays, mieux pourvus qu'elle, ou bien moins éprouvés par les conflits et les révolutions, l'avaient peu à peu dépassée. Cependant, ce brave peuple ne renonçait pas à l'avenir. À travers toutes ses vicissitudes et malgré ses propres discordes, il gardait dans ses profondeurs la confiance en soi, la fidélité à sa vocation, l'espérance en un destin meilleur. La France, après chacune des grandes secousses qui l'a laissée plus triste et plus meurtrie, reprenait avec courage le rude chemin de sa vie. Mais la dernière épreuve a été la plus tragique. Cette fois, littéralement, notre patrie a failli périr. Sans doute, l'initiative et l'action de certains de ses enfants qui refusèrent d'abandonner le combat purent-elles maintenir l'âme et la légitimité de la France, comme son honneur et ses drapeaux, du côté de l'espérance. Sans doute, à leur appel, à leur exemple, la nation s'était-elle peu à peu éveillée et dressée contre la servitude. Sans doute est-elle sortie de ce drame inouï, libérée et victorieuse. Mais cette extraordinaire fortune n'empêche point que son avenir soit menacé. En fait, au moment de la libération, notre pays était dans un état de délabrement matériel et de délabrement moral tel que, dans les temps modernes, il n'en avait jamais connu de pareil. Bien que certains semblent, parfois, l'oublier, je ne veux pas décrire de nouveau où en étaient nos communications, nos ports, nos mines, notre agriculture, nos maisons, nos finances, notre population, quand celui qui vous parle eut, en 1944, transporté de l'Empire dans la métropole les pouvoirs de la République, et tandis que la guerre continuait pour de longs mois encore. Cependant, si mauvaises que fussent les conditions où nous nous trouvions, les secousses civiles, économiques, sociales, qui risquaient de se produire dans une pareille dislocation, furent d'abord évitées, et beaucoup de progrès accomplis dans le rétablissement des moyens de travail et d'existence du pays. Mais chaque jour qui passait montrait qu'il s'agissait moins de difficultés passagères que d'un état très dangereux de désordre général auquel seul pouvait remédier un effort énorme et prolongé de la nation tout entière dans l'union, la discipline, le sacrifice. Reconnaissons que notre peuple, une fois tiré de la catastrophe, ne mesura pas, tout d'abord, les dangers auxquels il restait exposé. Nous avions été tellement stupéfaits et humiliés par le désastre de 1940, nous avions tellement souffert pendant les années terribles, nous avions ressenti tant d'angoisse, de déception, de dégoût, que, par comparaison,
la libération et la victoire parurent à beaucoup comme des espèces de miracles qui devaient nécessairement mettre fin à tous nos maux. Il semblait à un grand nombre que la prospérité économique, la justice sociale, la puissance nationale, la paix extérieure nous étaient désormais assurées et qu'après tant de peines, nous allions pouvoir recouvrer rapidement nos conditions de vie d'antan, puis mener aisément à bien le grand renouveau de la France. De là, devant les obstacles et devant les délais, l'étonnement, l'impatience, l'irritation qui s'emparèrent de beaucoup d'esprits et que ne manquèrent pas, bien entendu, d'exciter et d'exploiter les partisans dont c'est la profession de critiquer et de promettre. C'est alors que ces magiciens prirent la direction des affaires. Or, il se trouve néanmoins que dans 4 domaines essentiels, économique, social, impérial, extérieur, nous sommes en un tel état de déséquilibre que nous chancelons entre des gouffres. Au point de vue économique, parce que nous sommes ruinés et qu'en outre l'insuffisance et la vétusté de nos moyens aggravent nos propres retards et déficits. Il y a une cruelle différence entre notre production et nos besoins de consommation, entre les dépenses publiques et les ressources que la nation peut fournir pour y faire face, entre les importations qui nous sont indispensables et les moyens que nous avons de les payer. Ce sont là des faits que tout le monde connaît et dont presque tout le monde souffre. Il en résulte une menace sans cesse grandissante d'effondrement de l'économie, du budget et de la monnaie, c'est-à-dire de misère générale. En attendant, les ouvriers voient baisser constamment la valeur réelle de leur salaire, les paysans s'évanouir leurs gains, les Français de toutes sortes tomber à rien leurs économies. Il n'y a de solution que dans la stabilité sur laquelle, à la ville ou à la campagne, on puisse construire sa vie et celle des siens. Mais les choses en sont au point que nous ne saurions y parvenir sans un ensemble de mesures très pénibles pour chacun, et que le régime, tel qu'il est, ne peut imposer. Toutes les surenchères du monde ne sauraient rien y changer. Encore moins y changeront rien, sinon dans le sens du pire, soit les arrêts du travail, soit les réglementations, dès lors qu'elles restreignent le développement de l'activité utile, soit les malédictions réciproques de la politique. Il n'y a pas un homme de bon sens qui, s'il s'élève au-dessus de ses passions ou de ses préjugés, ne discerne où sont les remèdes et combien ils sont pénibles. Accroître la production. Mais cela implique que, dans le cadre d'un plan général, la liberté, l'initiative retrouvent enfin une carrière ailleurs que dans les marchés noirs, que toutes les consommations qui ne sont pas nécessaires soient rigoureusement comprimées, que la somme du travail productif des Français soit notablement accrue. Réduire les dépenses de l'État, mais cela exige qu'il réorganise ses services, qu'il diminue leur effectif, qu'il fasse régner l'ordre à tous étages des hiérarchies. Procéder à des importations massives pour notre rééquipement, mais cela comporte en particulier que nous traitions, soit d'accord avec d'autres, soit seuls, mais de puissance à puissance, avec ceux qui ont ce qu'il nous faut, c'est-à-dire notamment avec les Américains, lesquels dans cet arrangement gagneraient à terme les avantages que nous trouverions au comptant. Créer une atmosphère de concorde, de confiance, d'acceptation. Mais cela exclut évidemment le jeu des partis qui se disputent ce qu'ils appellent le pouvoir et qui, pour l'emporter, divisent inlassablement un pays mourant d'être divisé. Au point de vue social, la pénurie de notre économie complique et aigrit les rapports, non seulement entre employés et employeurs, mais encore entre professions et entre villes et campagnes. Cela n'est que trop explicable quand on sait quelle gêne est assise dans tant de foyers ouvriers et quelle inquiétude dans tant de foyers paysans. Mais il y a au fond de tout que le système que nous pratiquons ne répond pas aux faits tels qu'ils sont dans la vie moderne.
C'est un fait que les travailleurs français ont acquis une valeur et une dignité telle que ce serait de l'injustice et du gaspillage que de les confirmer au rôle de simples instruments dans les entreprises dont ils font partie. Il n'est donc plus acceptable que les rapports entre patrons et ouvriers consistent en un marchandage entre celui qui emploie et celui qui est employé. Mais c'est un fait aussi que le bien-être et même l'existence de toute la nation dépendent du rendement de toutes les branches de l'activité et que, par conséquent, le bon travail des entreprises, tout comme celui des cultures, est d'intérêt national. C'est un fait, enfin, qu'il n'y a pas de rendement sans l'autorité et l'initiative des chefs d'entreprise et sans la productivité du travail. Il est donc clair que les conflits inspirés par la lutte des classes ne correspondent plus en rien aux réalités d'aujourd'hui et ne peuvent que nous mener tous à la ruine, à la misère et à la servitude. En vérité, c'est dans un régime organique d'association entre tous ceux qui travaillent ensemble à l'intérieur d'un même groupe d'entreprises que doivent se traiter d'égal à égal les rémunérations et les conditions du travail. Il va de soi qu'une telle institution doit comporter un arbitrage organisé en permanence à chaque degré de l'association, l'arbitre suprême étant naturellement l'État, ce qui exige d'ailleurs que celui-ci soit impartial, c'est-à-dire élevé au-dessus des partis. Il va de soi également que les représentants de ceux qui prennent part à l'association, notamment les syndicats, doivent être entièrement affranchis de toute subordination politique et librement choisis par scrutin régulier et secret. Sans quoi, tout problème professionnel est aussitôt, comme on le voit aujourd'hui, déformé et empoisonné par des soucis de propagande au détriment de la collectivité. Dans les rapports entre les catégories diverses qui prennent part à la production, chefs d'entreprise, ouvriers, cadres, employés, il faut un esprit nouveau, sans lequel les meilleures lois ne vaudront pas grand-chose. Je sais que beaucoup en comprennent la nécessité et en éprouvent le désir, mais d'absurdes disputes nationales lui interdisent de se faire jour. Par-dessus ces disputes, que la raison s'empare de ses droits. Au point de vue impérial, il s'est passé dans ces dernières années, il se passe aujourd'hui, il risque de se passer demain, trop de choses pour que le problème des rapports entre la métropole et les populations qui sont liées à son destin ne se pose pas d'une manière pressante et même parfois violente. Mais il ne faudrait pas croire que dans notre monde, en pleine crise, et dans un domaine où rien n'est pire que la passivité, nous puissions nous borner longtemps à nous quereller vainement sur les principes à appliquer, tout en faisant de nos gouverneurs les instruments et les enjeux des prétentions des partisans. L'Union française doit être organisée à la fois dans son ensemble en un système d'ordre fédératif et dans chacun de ses territoires qui recevra ses propres règles suivant le degré de son développement. Mais aussi, l'Union française doit être dirigée par la France, dont c'est le devoir d'y faire preuve de volonté et d'autorité, et de ne point s'y montrer alternativement tantôt sous la forme d'une source de démagogie inflammatoire, tantôt sous celle d'une force qui réprime les excès. Tout se tient dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne saurions imaginer que nos propres affaires puissent être considérées et traitées en faisant abstraction de l'univers tel qu'il est. En fait, il n'y a pas de question économique, sociale, financière, impériale, il n'y a même pas, croyez-moi, de problème de production de prix, d'impôts, d'emprunts, de grèves dans notre métropole ou de désordre outre-mer qui n'est, dans une large mesure, sa cause et ses prolongements en dehors de nos frontières. Si nous éprouvons de si grandes difficultés à rétablir notre situation intérieure, c'est surtout parce qu'elle est conjuguée avec une situation internationale dangereuse, et dont le moins qu'on puisse en dire est qu'elle ne s'améliore pas. C'est qu'en effet, l'état d'épuisement et de dislocation dans lequel l'Europe se trouve plongée, à la suite des terribles secousses de la guerre, a eu pour conséquence la rupture de l'équilibre de notre vieux continent.
La Russie, qui était déjà très puissante par ses ressources naturelles, le nombre de ses habitants, la valeur de son peuple, l'est devenue relativement bien davantage à cause de l'affaiblissement des autres États et malgré les pertes qu'elle-même a subies pour la grande cause commune. Occupant, en vertu de la victoire, la moitié de l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et une partie de l'Autriche, ayant annexé les États baltes et de larges morceaux de la Pologne, de la Roumanie, de la Finlande et de la Prusse, tenant sous son contrôle Varsovie, Belgrade, Sofia et Tirana, par la combinaison de sa pression extérieure et des concours dévoués qu'elle y trouve à l'intérieur, influant par les mêmes moyens la Tchécoslovaquie, la Russie domine, à l'heure qu'il est, les 2/3 du continent. En outre, l'idéologie matérialiste d'écrasement de l'individu et de mécanisation générale, qui servit jusqu'à présent de ressort psychique à ceux qui conduisaient la Russie, et dont ses protagonistes prétendirent qu'elle devait gagner l'univers, trouve partout, et d'abord chez nous-mêmes, des hommes qui lui sont acquis. Cela vise à établir, par tous moyens opportuns, leur dictature publique ou camouflée sur le corps et l'âme de leur pays, afin de la rattacher à l'énorme entreprise qui les attire et les dirige. Je n'affirme certes nullement que la volonté des maîtres actuels de cette colossale agglomération soit de passer prochainement à la conquête violente du monde. Il y a, dans le gouvernement des peuples, des conditions intérieures et extérieures qui refoulent souvent les sollicitations les plus ambitieuses idéologies. Rien même n'interdit d'espérer qu'en définitive, l'intérêt suprême des hommes, qui est leur coopération, ne l'emportera pas dans tous les esprits du monde et, par suite, dans toutes les politiques. Mais il reste que, pour le moment, nous voyons se former en Europe les éléments latents d'une hégémonie qui, si elle se précisait, deviendrait aussi périlleuse pour l'indépendance des nations qu'aucune de celles qui se révélèrent depuis l'aurore de l'histoire. Pour la France, en particulier, cap atlantique du vieux continent, porte ouverte sur l'Afrique, foyer capital d'influence intellectuelle et morale, l'avenir est, à cet égard, chargé des plus lourds soucis. De cette situation de l'Europe, il résulte que l'autre très grande puissance mondiale, l'Amérique, tire forcément les conséquences. Les États-Unis, débordant de ressources et de capacités, inspirés par un idéal ardent de liberté et de démocratie, ayant découvert pendant la dernière guerre les fondements et les avantages de la force militaire, détenant, à l'heure qu'il est, des moyens de destruction terribles, s'alarme du caractère qu'il pense voir à l'expansion russe. De là, entre les deux masses, une rivalité qui se déploie et risque de conduire, tôt ou tard, à un conflit gigantesque auquel nul peuple et nul homme sur la terre ne serait cette fois soustrait. Personne n'est maître du destin, mais chacun y contribue. La France, quel que soit l'affaiblissement momentané de sa puissance, peut et doit jouer, dans cette redoutable conjoncture, un rôle capital. Elle le peut et elle le doit, d'abord, en s'affirmant telle qu'elle fut de tout temps et telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire occidentale. Cela implique qu'elle ne se laisse à aucun prix entraîner, par tromperie ou par lassitude, dans un régime ou sous des influences qui, de secousse en secousse, asserviraient son âme, détruiraient sa figure et, tôt ou tard, la confondraient dans un système étranger à tous les égards. Une fois obtenues les réparations et les garanties qu'il lui faut après tant de malheurs et qui s'appellent le rattachement de la Sarre, le contrôle international de la Ruhr, la livraison mensuelle d'au moins 1 million de tonnes de charbon de ce bassin, la fin du Reich, sa propre présence sur le Rhin, elle peut et elle doit aider par tous les moyens en son pouvoir au redressement de l'Europe. J'entends une Europe formée d'hommes libres et d'États indépendants, organisée en un tout susceptible de contenir toute prétention éventuelle à l'hégémonie et d'établir, entre les deux masses rivales,
l'élément d'équilibre dont la paix ne se passera pas. C'est à la France qu'il appartient de prendre, dans ce domaine essentiel, les initiatives nécessaires. Il va de soi enfin qu'elle doit concourir à toutes les formes, politiques, économiques, sociales, intellectuelles, de la coopération internationale, par quoi notre pauvre univers déchiré tend à bâtir sa future unité. Pour que la nation puisse se tirer d'affaire, guérir ses anciennes et ses nouvelles blessures, rétablir son équilibre intérieur et international, et marcher ensuite vers le progrès, il n'y a pas d'autre voie que celle de l'union, du sacrifice et de la discipline. Si cela paraît banal, c'est parce que cela est vital. Encore faut-il que l'effort commun soit guidé par un État qui soit bâti sur autre chose que sur nos divisions, par un État dont les pouvoirs, exécutifs et législatifs, sortent directement du peuple, afin d'être chacun, séparément et réellement, responsable, par un État assez fort pour imposer à chaque individu, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, et à chaque catégorie, qu'elle soit faible ou qu'elle soit puissante, l'accomplissement de ses devoirs, par un État assez impartial pour ne considérer que l'intérêt commun, par un État assez stable pour mener à bien, à travers toutes les vicissitudes, une tâche à très longue portée. Accordez-moi, vous, mes concitoyens du Nord, que je n'ai jamais cessé d'affirmer cela, sans flatter les illusions ni les prétentions de personne, et que c'est dans ces principes-là que j'ai marché à la tête de la France, jusqu'au jour où l'intransigeance hostile des partis m'imposait soit d'entrer dans leur jeu, c'est-à-dire dans leur impuissance, soit de quitter mes fonctions, afin de préserver l'avenir. Ce sont ces principes-là qui nous permirent de gagner la guerre, non certes sans beaucoup de péripéties. Quant à ce qui fut accompli, depuis la libération jusqu'à ce que j'ai laissé les partis faire leur expérience, je fus, tout comme pendant la guerre, le premier à dire qu'il n'y avait aucune chance, étant donné la situation de la France, pour que l'on pût réaliser alors d'irréprochables merveilles. Pourtant, que les gens sérieux veuillent comparer la carte de nos communications en janvier 1946 avec ce qu'elle était en août 1944, qu'ils veuillent remarquer que la production française doubla pendant cette période, que la circulation monétaire fut réduite de 40 milliards, que le crédit de l'État était assez assuré pour que les souscriptions à l'emprunt et aux bons du Trésor donnassent toute satisfaction, qu'ils veuillent noter que dans le même temps, la guerre fut menée jusqu'à la victoire, la France ramenée en Indochine, la Sarre prise dans nos mains, le Rhin occupé par nous sur ses deux rives, notre pays reconnu comme l'un des 4 plus grands qui doivent en commun régler le sort du monde. Qu'ils veuillent se rappeler que l'administration régulière fut rétablie en tout point sans aucune collision civile, que le travail avait repris partout, que pendant ces 18 mois il n'y eut pas une seule grève, que les réformes promises quant aux nationalisations, aux comités d'entreprise, aux assurances sociales ont été entièrement accomplies. Ce n'était pas tout sans doute. Il restait beaucoup à faire. Que voulez-vous? Pour longtemps nous serons des gagne-petits. Mais cela ne signifie pas que nous ne devions rien gagner. Or, que gagnons-nous aujourd'hui? Ah, devant son destin, que le peuple français se rassemble, qui se rassemble pour s'élever au-dessus de toutes les querelles qui le paralysent et pour en soutenir une seule, la sienne, qu'il se rassemble pour mettre à sa tête, et cela fait, pour appuyer un régime digne et capable de le conduire. Ce rassemblement a désormais un cadre. J'appelle à y entrer tous les Français et toutes les Françaises qui veulent servir la France et ne veulent servir que la France. Voici l'heure où c'est le devoir de nous lier les uns aux autres, voici l'heure du salut public.